Donc, juste, on a oublié de remercier un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent dans cette journée. Donc, en premier lieu, bien sûr, la région Nouvelle-Aquitaine. Je remercie aussi la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, qui sont présents parmi nous dans les stands, la société SPI et bien sûr Tetris et les élèves de l'école RSR que vous voyez ici avec des polos blancs où c'est marqué White Angel. Merci à eux. Alors, on va enchaîner avec cette première table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Donc, la table ronde, c'est la réponse européenne, nationale, régionale. Quel dispositif pour aider les organisations à éviter le pire? Mes intervenants, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Flamand, le directeur du campus régional et de la confiance numérique de la Nouvelle-Aquitaine, Martin Véran, donc le délégué de l'ANSSI, et le colonel Ludovic Boncopin. Bonjour. Très bien. Alors, comme vous le savez, donc, la menace cyber, elle est grandissante et elle évolue très rapidement. Les attaques sont de plus en plus complexes à identifier et à traiter car leur conception profite aussi des avancées dans le domaine technologique. On parlera tout à l'heure de l'IA, du big data, mais aussi l'avènement de l'ordinateur quantique. Donc, la menace du système sur les systèmes cryptographiques. À travers cette table ronde, nous allons mettre en lumière les tendances actuelles et les enjeux qui façonnent le paysage de la cybersécurité au niveau européen, national, mais aussi au niveau régional. On mettra l'accent sur le niveau régional. Et quels sont les dispositifs et les actions d'anticipation, de prévention, de réponse à incidents, et sans oublier la collaboration entre les acteurs pour créer un écosystème régional capable de collaborer pour contrer cette menace. Alors, j'ai fait l'exercice, je vais faire un état des lieux rapide, donc rapide à la liste de l'après-vert, rapidement, donc, quels sont les dispositifs. Alors, au niveau européen, donc, on retrouve une agence européenne qui s'appelle l'ENISA. L'ENISA, donc European Union Agency for Cybersecurity, qui fournit des conseils et des recommandations, organise des exercices et des activités de sensibilisation et soutient la coopération entre les États membres de l'Union européenne. On retrouve Europol, donc European Cybercrime Center, donc, qui est l'Office européen de la police et son centre européen de lutte contre la cybercriminalité. Et spécialement, donc, elle est dédiée à la coordination des enquêtes sur la cybercriminalité à l'échelle européenne. On retrouve le CERT-UE. Donc, le CERT-UE est l'équipe de réponse à incidents informatiques qui opère au sein des institutions et elle a pour mission de renforcer la résilience et la sécurité du numérique. Au niveau français, donc on arrive au niveau français, donc la première agence française, c'est l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. On a un digne représentant à travers Martin Véran. Donc, elle a pour mission donc, de protéger les systèmes d'information stratégiques des opérateurs d'importance vitale pour la France. On retrouve la police nationale et la gendarmerie nationale à travers le commandement de la cybersécurité, le COM-Cybergend, qui a été récemment créé, qui a pour objectif d'animer, de coordonner, de mettre en cohérence et de renforcer les actions et les capacités de la gendarmerie dans la réponse aux enjeux de la cybersécurité, le CERT-FR, qui est aussi rattaché à l'ANSSI. En termes d'initiatives nationales, on retrouve le campus cyber national, mais aussi le campus régional. Alors, ma première question, donc, je vais donner à Guy Flamand, revenir un peu sur l'avènement ou la création de ce campus cyber, un peu d'historique, et quelles sont les actions que vous menez, que tu mènes actuellement au sein de ce campus cyber de la Nouvelle-Aquitaine. Guy. Merci Toufik. Alors, en introduction très rapide sur ce qui se cache derrière la création des campus cyber dans les différentes régions, parce qu'il n'y en a pas que un. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a aussi dans d'autres régions qui sont en cours de création. Il y a un constat très simple qui est partagé par mon voisin de gauche, par Martin, qui représente l'ANSSI aujourd'hui, c'est que la menace cyber, elle a changé d'échelle. Elle a changé d'échelle depuis quelques années. Il y a 15 ans,
quand l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information a été créée, la menace cyber essentiellement était tournée vers les États, vers les grosses structures internationales très innovantes qui avaient un impact sérieux sur la vie économique d'une nation. Bref, on traitait un niveau de menace qui était de l'ordre de la géostratégie et des relations politiques internationales. En 15 ans, la menace a complètement changé. On est aujourd'hui face à une menace diffuse, systémique, qui touche toutes les organisations, du citoyen jusqu'aux grands groupes, en passant par la TPE, la PME, les collectivités locales, les services de santé, et tout ce qui a un volet numérique dans son activité. Et ce changement radical de la menace nous oblige à passer à l'échelle en termes de réponse, en termes de sensibilisation, en termes de formation, en termes de déploiement de nouveaux outils, de transformation de la réponse industrielle qu'on peut faire en termes de protection. Et ça, l'État seul ne peut pas y arriver. L'État et la collectivité seule ne peut pas y arriver et nécessite vraiment une mobilisation générale, des partenariats entre les forces de sécurité intérieure, les organes de régulation que peut être l'ANSSI sur la réglementation. On parlera réglementation, je pense, un petit peu tout à l'heure. Mais en même temps, il faut être en capacité de créer les nouveaux outils qui vont permettre aux structures les plus petites de se les approprier et d'augmenter significativement leur niveau de protection. Donc c'est ça l'enjeu des différents campus, c'est créer un point de rencontre entre les services de l'État en charge de la réponse judiciaire, en charge du traitement des points réglementaires, législatifs et de la création et de l'organisation de ce que doit être une réponse coordonnée aux cybermenaces. Et puis le public qui doit, le privé qui doit créer les outils qui seront à disposition des PME, des ETI dans les territoires pour mettre en œuvre un certain nombre de ces réponses. Et puis il faut aussi créer des formations adaptées. Je salue la création du diplôme d'établissement de l'ENSERB qui est une partie de la réponse pour faire naître cette expertise dont toutes les entreprises ont maintenant besoin. Mais c'est aussi susciter des vocations, parce que tout ça va avoir... il faut mettre un peu d'essence dans le moteur de la défense. Et tout ça, on essaye de le créer au campus. Alors, le campus, il a aujourd'hui 1 an, hein, grosso modo, il a été lancé en octobre. On était 35 membres à l'époque, on en est plus de 150 maintenant. On est rejoint par la DRSD, la DGSI. On va signer en janvier une convention avec les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, pour augmenter encore notre capacité de diffusion à la fois de nos outils de sensibilisation, de diagnostic co-construits avec l'ANSSI et valoriser tout ce que les territoires peuvent porter comme formation. Mais on a encore énormément de travail parce qu'il faut agir sur tous les curseurs possibles et surtout avec un mot d'ordre qui est qu'en commun on est plus fort, parce que c'est toujours beaucoup plus efficace de faire ensemble ce qu'on perdait entre guillemets notre temps à faire chacun de notre côté. Très bien Guy, merci beaucoup. Donc, je salue Yann Bonnet qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, il est directeur général délégué du campus cyber national, donc à Paris La Défense. Et la question que je me pose, c'est quoi le lien entre le campus régional et le campus national, j'ose dire, et votre lien avec l'ANSSI? Je vais donner la parole tout à l'heure à Martin pour compléter aussi. Alors, on a dans les deux cas une position un petit peu particulière.
on a une position un petit peu particulière vis-à-vis de l'ANSSI, parce qu'on est un petit peu un laboratoire sur la mise en œuvre des innovations que porte l'ANSSI vis-à-vis des territoires. Et ça, je laisserai Martin en parler. On est surtout là pour aider le passage à l'échelle. L'ANSSI doit faire face à une vraie révolution, puisque je le disais, il y a 15 ans, la création de l'ANSSI, le sujet, c'était la menace des États. Aujourd'hui, c'est la criminalité ordinaire dans le cyberespace et les moyens de protéger tout notre tissu socio-économique. Donc, c'est pas à 600 qui vont y arriver. Donc, il faut qu'on joue ce rôle de courroie de transmission et de multiplication dans les territoires. C'est vrai aussi sur les enjeux d'innovation et de structuration de l'écosystème. On n'a pas aujourd'hui un écosystème cyber. Alors là, je parle des entreprises, des offreurs de solutions, de ceux qui déploient qui font les nouveaux produits et qui fournissent des solutions à notre tissu local. Ils n'ont pas les épaules pour répondre à la demande. Alors la demande aujourd'hui, elle est frémissante, mais avec l'élévation du niveau de menace et puis les avancées réglementaires, il va y avoir une vraie demande. Aujourd'hui, on n'est pas taillé pour. Tetris, qui est un peu notre fer de lance en région, est en train de devenir une vraie ETI. Elle est d'ailleurs suivie par le gouvernement. Elena était avec le président Macron la semaine dernière pour évoquer ce sujet-là. On a besoin de renforcer ces entreprises pour qu'elles puissent, elles aussi, passer à l'échelle et faire face à l'explosion de la demande de produits de sécurité qui va arriver. Donc on joue ce rôle-là en région, comme le campus cyber national l'organise et l'ordonne sur l'ensemble de la nation. Et c'est vraiment cette complémentarité-là qui est très très intéressante. C'est à la fois cette vision très générale et nationale sur la capacité globale de la nation à faire face à cet enjeu, à la manière de l'organiser. C'est comment on organise ce passage à l'échelle au niveau de la fédération des entreprises privées, et puis comment on le met en œuvre à un niveau beaucoup plus local. C'est clair, le passage à l'échelle, c'est un enjeu important, et donc un des enjeux aussi du campus, c'est le maillage du territoire au sein de la Nouvelle-Aquitaine, une région aussi grande que l'Autriche. Première région de France en termes de superficie. Plus de 600 km du nord au sud. Ouais. Donc une grosse moitié de la France en distance verticale. Donc oui, il faut qu'on crée des relais locaux. C'est le cas en ce moment. On a déjà quelques centres de ressources en cybersécurité qui sont nos satellites et qui ouvrent dans nos territoires, que ce soit le Béarn ou le territoire de Limoges, par exemple. Très bien. Martin, donc délégué régional de l'ANSSI, est-ce que tu peux nous rappeler le positionnement de l'ANSSI par rapport à cet écosystème? Donc, si j'ai bien compris que l'ANSSI s'occupe plutôt des gros opérateurs, donc les OSE, les OVI. Donc, par rapport à cette réponse à incident, par rapport à la technicité que vous voulez mettre en place par rapport à ces centres de réponse à incident, quel est le positionnement de l'ANSSI? Donc l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'autorité nationale en termes de cybersécurité et de cyberdéfense. Et comme l'a dit Guy, historiquement, donc on répondait aux cyberattaques auprès des grandes administrations, des grands opérateurs publics et privés. On a de l'ordre d'à peu près entre 200 et 300 entités qu'on accompagne en priorité. Et donc, aujourd'hui, comme l'a dit Guy, la menace maintenant, elle est massive, elle touche tout le monde. Donc, même si on n'accompagne pas toutes les entités de France, parce que c'est impossible, on essaye de mettre en place donc, des nouveaux formats d'accompagnement, des nouveaux services pour passer à l'échelle justement nos actions. Et pour cela, pour le passage à l'échelle, moi en région, je suis seul. Enfin, normalement, on est deux. Pour un territoire grand comme l'Autriche, effectivement, c'est 600 km, c'est beaucoup.
Et donc on est obligé de s'appuyer sur des structures comme le campus et évidemment tous les services de l'État qui œuvrent avec nous quotidiennement. Si je prends un peu plus de hauteur aussi sur le sujet, au niveau européen, donc nous on a des équipes qui sont les équipes de relations internationales, à peu près une dizaine de personnes qui sont en lien avec les autres agences étatiques, avec l'ENISA, pour justement déjà partager le retour d'expérience qu'on a sur nos territoires en termes de menaces, d'un point de vue technique et d'un point de vue aussi comment on répond face à cette menace-là en termes de démarche. La France a eu la présidence de l'Union européenne en 2022, donc on a profité de cette période-là pour accélérer les travaux sur la réglementation NIS2 dont on reviendra juste après. Et on a aussi profité de ça pour sensibiliser tous les autres États membres sur la crise actuelle autour de la cyber. Et on a animé un exercice de crise avec les autres États membres. Et c'était extrêmement intéressant puisqu'on s'est rendu compte qu'en termes de coopération à l'échelle européenne, il y a encore beaucoup de travail au niveau des agences de cybersécurité. On a aussi profité de fonds européens pour mener une démarche via France Relance, une démarche de cybersécurité auprès des collectivités et des établissements de santé. Donc on a accompagné environ 1000 en France et une centaine en Nouvelle-Aquitaine. Donc des grosses collectivités, les groupements hospitaliers et les grandes universités, on leur a financé un audit de sécurité et on l'a également cofinancé la mise en œuvre de chantiers de sécurité et l'achat de produits à 95% des produits européens. Pour ce qui est des entreprises, alors c'est plutôt la DGE qui est à la manœuvre avec aussi le ministre Barrot. Il va y avoir différents plans qui vont être mis en œuvre pour accompagner les PME. Et ils vont profiter de la méthodologie qu'on a mis en place pour les collectivités pour la déployer également sur les PME. Mais ça ne va pas aider toutes les PME, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Du coup, grâce au campus, on a expérimenté un service de diagnostic. Donc pour passer à l'échelle, on déploie de plus en plus de services numériques. Et on s'est rendu compte que pour certaines entités, un audit de sécurité, c'est peut-être trop. C'est peut-être trop coûteux et trop coûteux en temps également et inadapté. Donc on a construit un peu un service sur mesure pour les entités qui démarrent, qui ont compris qu'il y avait un sujet, qui ont été cyberattaqués ou leurs voisins ont été cyberattaqués et qui souhaitent mener une première démarche. C'est mon service cyber, c'est ça? C'est mon aide cyber. Et ça, c'était assez nouveau pour l'agence parce que notre directeur parle de haute couture qu'on faisait avant. Et là, maintenant, on est un peu sur du prêt-à-porter. Voilà, on va essayer d'accompagner des entités qu'on n'a pas l'habitude d'accompagner. On n'a pas en face de nous des RSSI, on n'a pas en face de nous des experts en cybersécurité. Donc, il faut qu'on trouve aussi des réponses pour eux, des services pour eux. Donc, tout l'intérêt de mon aide cyber, qui est un diagnostic qu'on réalise au bout d'1h30 et qui permet, à la fin de ce diagnostic, d'établir les 6 chantiers prioritaires à mener sur les 6 prochains mois. Et c'est grâce au campus qu'on a pu déployer cette expérimentation en Nouvelle-Aquitaine. On a mené à peu près 200 diagnostics. Et le projet aussi nous aide à mobiliser des acteurs sur le terrain, des tiers de confiance. Et on a formé déjà 150 personnes en Nouvelle-Aquitaine. Et le projet marche tellement bien qu'au niveau de l'agence, on va le déployer à l'échelle nationale. Donc vraiment pour dire que là, c'est parti du territoire. Et c'est un service maintenant qui va être déployé à l'échelle nationale et qui figure mais aussi dans le rapport PME qu'a délivré le campus cyber national à Jean-Noël Barrot. Et pour finir sur nos actions en région, donc je le répète encore une fois, on n'est pas beaucoup, et donc on a besoin effectivement de s'appuyer sur les tiers de confiance. Donc j'ai déjà cité le campus, mais aussi on a à cœur de pouvoir s'appuyer sur les CCI, sur les associations, sur l'écosystème privé de la cyber qui organise comme aujourd'hui des événements. Et on a la chance depuis aussi maintenant quasiment 1 an, voire 1 an et demi, des référents de sécurité numérique ont été nommés dans chaque préfecture de département, qui nous permet donc de créer une animation avec les services de l'État au niveau de tous les départements, et c'est piloté au niveau de la zone par le préfet de région. Et on s'appuie du coup beaucoup sur les services police et évidemment gendarmerie. Très bien, ça me permet d'enchaîner sur la question suivante pour Ludovic. Mais avant concrètement, je suis la PME du coin, donc je suis le plombier qui intervient en urgence. Comment je fais pour être sûr que première brique, c'est le diagnostic cyber? Comment je fais pour vous contacter pour faire cette première brique? Alors, même trois moyens de nous contacter directement, soit en nous appelant au 0805 29 29 40,
pour nous demander la prise d'un rendez-vous pour diagnostic, soit directement par mail à diagnostic@campuscyber-na.fr ou alors via notre site web. Parfait, Ouais. très bien. Et la question pour le lieutenant-colonel Ludovic Beaucompin, donc on a vu que la gendarmerie monte en puissance par rapport aux enjeux de la cybersécurité avec la création de ComCyberGend. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette création et quelles sont les actions de ce commandement de cybersécurité? Oui, merci Toufik. Alors, la gendarmerie, ça fait un moment qu'elle a pris quand même le virage du numérique depuis très longtemps, mais dans le cadre des enquêtes. Depuis 2008, la gendarmerie a créé ce qu'on appelle des enquêteurs spécialisés en nouvelles technologies, mais qui s'occupaient plutôt dans les affaires de droit commun, de récupérer en fait les ordinateurs, les téléphones et faire ce qu'on appelle du forensic derrière, de la criminalistique. Mais ce fameux passage à l'échelle... Ouais, c'est bon, oui. Ah, ouais, un peu plus. Mais donc, il fallait passer à l'échelle aussi au regard de tout ce qui vient d'être dit là, et puis des enjeux qui sont maintenant prégnants. Et donc, depuis 2021, tu l'as rappelé, Toufik, création du ComCyber. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier, les décrets organiques sont sortis aussi pour, au niveau national, la création du ComCyber MI du ministère de l'Intérieur, qui aura en charge la stratégie en fait, de la lutte contre toutes les cybermenaces. Ça, c'est au niveau national. Toujours au niveau national, nous avons au sein du Campus Cyber des équipes d'enquêteurs spécialisés qui appartiennent au centre de lutte contre les cybermenaces qui s'appelle le C3N, qui sont des enquêteurs très spécialisés sur le haut du spectre, tout ce qui est les grands rançongiciels, les grosses opérations, notamment à l'international, et donc qui travaillent beaucoup avec Europol, Interpol. On a d'ailleurs des gendarmes là-bas qui sont détachés et qui sont en liaison permanente avec nos partenaires européens et nationaux. Et internationaux, pardon. Cette antenne 3N, ce centre de lutte contre les cybermenaces, le C3N, a des capacités de projection sur l'ensemble du territoire national, justement lorsqu'il y a des grosses affaires qui dépassent le cadre local et qui a besoin d'un appui derrière. Donc il y a une capacité rapide de projection pour accompagner et mener l'enquête qui va bien pour ces grosses entités. On décompose jusqu'au niveau régional. Donc il y a 7 régions zonales et puis 13 ou 22 anciennes petites régions, plutôt 13. Et donc nous avons des antennes déconcentrées de ce centre de lutte contre les cybermenaces, ce qu'on appelle des antennes du C3N. Il y en a une à Bordeaux, il y en a 13 en France. Il y a d'ailleurs les dignes représentants enquêteurs qui sont dans la salle ici, que je salue. Là aussi, ce sont des enquêteurs très spécialisés. Beaucoup sont NTech, enquêteurs en nouvelles technologies, mais nous avons aussi des spécialistes en crypto-monnaie, parce que maintenant, c'est la monnaie de nos cyber-attaquants. Hein. Donc, quand on suit la personne dans le cadre d'une enquête, eh ben, on suit aussi la monnaie. Quand on suit l'argent, en général, on arrive à l'auteur. Donc, on monte en compétence aussi là-dessus, sur cette nouvelle façon de faire de l'argent. Et ces antennes du C3N sont au niveau régional et déconcentrées encore un petit peu plus bas, alors aussi au niveau régional, mais j'y reviendrai après tout à l'heure sur une organisation un peu plus fonctionnelle et de sensibilisation, prévention pour la cybermenace, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau départemental, 12 départements au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, comme aussi grand que l'Autriche. Donc là aussi, il faut des gens qui soient capables de parler, d'enquêter, de parler de cybersécurité, d'aller au-devant des entreprises qui peuvent être, comme tu l'as dit, Toufik, perdues dans ces moments-là. Et donc nous avons dans chaque département au moins 2 enquêteurs en nouvelles technologies, 2 NTech, dans chaque département, et des sections de lutte contre les cybermenaces, des SOL, des sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces. Avec là, ce sont pas des enquêteurs, mais ce sont des spécialistes, des techniciens en fait, en système d'information et de communication, et qui peuvent apporter un appui technique aux enquêteurs pour les aider dans leurs enquêtes. Et parmi ces techniciens, d'ailleurs, comme parmi les NTech, je remercie Toufik et l'Ansermat Meka parce que, eh bien, on les a formés aussi, et il y en a quelques-uns dans la salle ici, à ODE et SIN, parce que c'est pas parce que vous êtes gendarme et que vous êtes compétent en police judiciaire que vous êtes compétent partout, et notamment en cybersécurité, il faut en permanence se former. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Guy sur cette notion, et sur ce que disait Mathieu Azoua aussi tout à l'heure, sur cette notion de formation qui est absolument essentielle. Eh bien, nous, c'est pareil, et on participe
On profite justement de l'Insermat Meca et de ce que tu proposes pour former nos personnels. Et enfin, au plus proche de vous, au plus proche des TPE-PME, et ça c'est très important de le dire, vous avez évidemment les brigades de gendarmerie que tout le monde connaît, et à peu près dans chaque brigade, vous avez des correspondants en nouvelles technologies, qu'on appelle des CNTech, qui sont capables, bon, évidemment, de prendre la plainte en matière de cyber, mais qui quand même ont un vernis, un plus, on va dire, en nouvelles technologies, en numérique, et qui seront donc capables de poser les bonnes questions aux plaignants. Et j'espère qu'on reviendra sur la notion du dépôt de plainte tout à l'heure. Toufik, c'est vraiment un point essentiel. Pour dire qu'est-ce qu'il faut donner comme preuve numérique, qu'est-ce qu'il faut faire en premier geste technique pour que nous, derrière, pour que les enquêteurs spécialisés puissent rapidement faire bien leur travail. Et enfin, et ça c'est tout nouveau, dernièrement, et c'est la DG qui nous le demande, et ça va de pair avec ce maillage territorial. Là, je vous ai brossé un petit peu la partie plutôt enquêteur, mais nous avons mis en place des référents dans chaque département. Donc sur les 12 de Bordeaux, des référents, ce sont des sous-officiers, donc une bonne partie ont fait le DE et SIN, donc ils sont capables, pas dans le cadre des enquêtes, mais dans le cadre des demandes, des conseils, d'aller au plus proche des entreprises, des collectivités. De faire aussi, c'est pareil, on a un prédiagnostic qui s'appelle Diagonal, donc pareil, cette notion de diagnostic est essentielle, et on travaille avec l'ANSSI en partenariat dessus pour faire évoluer tout cela. D'aller au-devant des TPE, PME, au-devant des collectivités, des particuliers, et tout dernièrement, nous avons mis en place 12 conseillers officiers, cette fois-ci, dans chaque département, qui seront les conseillers du commandant de groupement au sein de ces entités gendarmerie. Et je termine par des exemples de collaboration pour montrer que ça marche, en fait, ce maillage territorial en partenariat avec le campus cyber, avec l'ANSSI, avec le CCERT. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Au mois de juin dernier, Martin me fait parvenir une alerte sur peut-être une histoire de faux, de démarchage abusif auprès de collectivités, de mairies, pour faire des diagnostics ou d'entreprises qui se disent mandatées par l'État. Bon, effectivement, je prends en compte l'alerte de Martin. Je regarde de mon côté, effectivement, au sein des brigades, on me fait remonter quelques faits comme ça. Philippe Scheuer, pareil, on en parle, il me dit oui, moi aussi j'ai des collectivités, des mairies qui me font part de ça et qui demandent des conseils. Donc entre nous, on en discute. Moi, je fais remonter ça à Paris, et Paris dit ah oui, effectivement, il y a un phénomène national. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On édite une fiche d'alerte avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour les TPE, enfin là, en l'occurrence pour les collectivités territoriales, mairies, qu'on fait redescendre dans les régions, que moi j'ai diffusé à Philippe Scheuer au CCERT, Martin au campus cyber et à la préfecture, pour que chacun à son niveau rediffuse auprès des collectivités. Voilà un exemple très concret de travail en commun. Très bien, c'est un exemple vraiment parlant pour un peu découvrir cet acheminement des informations et comment donc intervenir en amont. Maintenant, concrètement, si quelqu'un se fait attaquer, dans les données ont fuité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers le campus en premier lieu ou est-ce qu'il faut déposer la plainte après? Dans quel ordre il faut faire les choses? Peu importe. Non mais franchement, peu importe. Le traitement des incidents cyber, moi je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de Philippe, mais c'est toujours quelque chose de très compliqué, et pour la victime notamment. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. La gestion de cette crise-là est quelque chose d'assez particulier, puisqu'il faut faire face aux contraintes opérationnelles, la remise en place de la production, mais aussi aux contraintes réglementaires. Là, ça y est, on a attaqué. De dépôt de plainte, de déclaration à la CNIL, de sollicitation de son assureur, mais aussi éventuellement des services de l'État pour l'accompagnement financier. Est-ce que le dépôt de plainte est obligatoire? Alors, bon, question piège. Pas du tout. Alors, le dépôt de plainte n'est pas obligatoire. Il est vivement conseillé. Mais moi, je voudrais revenir sur une notion essentielle. Quand on se fait avoir par une attaque cyber, n'oubliez jamais que vous êtes victime. Vous êtes victime, d'accord? C'est pas vous l'attaquant, c'est pas vous qui avez fait la faute, c'est pas vous qui... Donc faites bien cette différence-là. Il y a le méchant
et il y a le gentil. L'entreprise, elle est victime. Et pour être une victime reconnue et être accompagnée par les services de l'État, par les assurances, et j'y reviendrai, pour bien mener, pour que nous derrière aussi, on puisse bien mener l'enquête et réussir à avoir les auteurs, eh bien oui, il faut déposer plainte, d'accord ? Ça, c'est sur l'aspect un peu philosophique de cette notion de victime, et victime reconnue par l'État, c'est par le dépôt de plainte, et qui déclenche derrière, après, tous les services d'enquête, se faire accompagner, qui sont évidemment essentiels derrière. Il ne faut pas croire que ça ne mène à rien, une enquête, parce que ça, c'est aussi la deuxième question qu'on peut se poser. Mais de toute façon, ça sert à quoi ? Si, on a du résultat. On a du résultat. Je reprends les mots de notre camarade Paul Bousquet. Alors, ça ne se voit peut-être pas forcément, mais il y a quand même du résultat. En début octobre, par exemple, on a réussi à interpeller, sur une enquête à l'international, un des opérateurs du rançongiciel Ragnar. D'accord ? Il y a quelques semaines de cela, 2-3 mois, on a démantelé une plateforme de crypto. Okay ? Donc il y a du résultat. C'est des enquêtes longues et fastidieuses, mais il y a du résultat. Donc il faut porter plainte, ne serait-ce que pour ça, recouper pour nous les informations, pouvoir remonter, souvent c'est à l'international, donc recouper avec les services partenaires, et ainsi avancer dans nos enquêtes. Bon, ça c'est le côté pour nous très intéressant, point de vue PJ. Je vous ai parlé aussi côté reconnaissance de la victime. Point très important, LOPMI 2023, janvier 2023. Dans la LOPMI 2023, ceux qui ont souscrit une assurance cyber, avec votre assureur, vous êtes TPE, PME, collectivité, vous avez une assurance cyber, peu importe le risque qu'elle assure, ça c'est à voir avec votre assureur, mais vous ne pourrez bénéficier de la prime d'assurance, enfin du recouvrement de l'assureur, que si, dans les 72 heures, une fois que vous avez eu connaissance de votre incident cyber, vous portez plainte. Vous voyez, vous avez aussi cet aspect-là, très important, et ce sera augmenté aussi, je pense, mais on en parlera tout à l'heure avec Nice 2. Et enfin, le dernier point, c'est se faire accompagner, recouper les informations, pouvoir... Qu'est-ce qui se passe on est perdu, en fait, au moment de la crise. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de qu'est-ce qui se passe avant la crise, tout ce qui est prévention, sensibilisation, mettre en place des techniques PRA. Pendant la crise, la gestion de la crise, et ça commence par le dépôt de plainte, et puis après la crise. Donc avoir cette notion aussi de recoupement d'informations, je vous donne juste un chiffre. Actuellement, on a à notre niveau de connaissance qu'un fait qui nous remonte pour 250 qui ne sont pas remontés. Donc c'est très important pour nous. Donc il y a un gros chiffre noir en fait. Donc c'est important de pouvoir avoir une idée en fait, une cartographie de ce qui se passe pour qu'on puisse derrière, nous services de l'État et services partenaires, accompagner les entreprises et faire baisser ce niveau de ces conséquences-là. Un autre chiffre, une entreprise sur 2, dans les 18 mois après s'être fait attaquer, elle risque de mettre la clé sous la porte. C'est énorme en fait l'impact que ça a derrière. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et donc, pour ça, il faut se faire accompagner par les services de l'État, par le campus cyber, par tout l'écosystème derrière. Et le dépôt de plainte est le début de ces démarches-là, en parallèle du numéro vert qui pourra mettre en relation avec les services de l'État, mais aussi les sociétés de remédiation, par exemple. Très bien, merci. Donc, on va enchaîner sur la directive européenne Nice 2, qui va rentrer en vigueur au deuxième semestre 2024. Une question pour Martin. Donc Nice 2, elle va un peu bouleverser le paysage en termes de renforcement de la cybersécurité pour un certain nombre d'acteurs, et elle élargit le spectre. Avant, on parlait de OIV et OCE. Maintenant, il y a une autre classification qui est sortie. Martin, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les enjeux de cette nouvelle directive Nice 2 et quel est l'impact de Nice 2 sur les entreprises ? Très bien. Alors, Nice 2, pour nous, le grand objectif avec Nice 2, c'est de répondre à la cybercriminalité de masse actuelle. On parlait tout à l'heure de passage à l'échelle. La réglementation fait partie d'un des leviers pour passer à l'échelle. Et pour vous donner, alors ce qui va énormément changer avec Nice 2, parce qu'il y avait déjà une Nice 1, ce qui va changer avec Nice 2, c'est vraiment l'assiette globale des entités qui vont être régulées via cette réglementation. Je vous parlais tout à l'heure de plusieurs centaines actuellement. Là, on sera sur des centaines de milliers. Donc, ça va grandement bouleverser l'accompagnement que l'ANSSI et que l'écosystème va devoir mener auprès de ces entités-là.
Surtout que il y a des entités qui sont encore très loin du sujet, qui ne sont pas encore au courant que ça va arriver, et qu'il va falloir tout d'abord leur alerter, comme il y a eu aussi avec le RGPD par exemple. Et donc je reviens sur cybercriminalité de masse, et du coup, on va leur demander un certain nombre de mesures à appliquer. Donc, je n'ai pas été dans le détail parce qu'on est encore en phase de transposition. Alors, fin 2024, c'est la fin de la transposition. Ce n'est pas encore le top départ sur vous devez être conforme à la réglementation. Il y aura un autre calendrier qui lui aussi est en cours de réflexion, et on fait des consultations actuellement auprès des filières privées, auprès de nos partenaires habituels, auprès de l'écosystème cyber, pour voir à peu près quel serait le bon calendrier, quelles seraient les bonnes mesures pour tel niveau. Donc il y aura des entités essentielles et des entités importantes, avec donc des critères de priorité en fonction des secteurs. Je ne vais pas vous citer les secteurs, il y en aura 18. Donc vous reprenez les secteurs de LPM et vous en rajoutez quelques-uns, comme les collectivités territoriales, comme les fournisseurs de services numériques, comme l'industrie, tout ce qui est lié à la fabrication également. Enfin, j'en passais des meilleurs, mais voilà. J'ai vu que le secteur de la recherche est aussi touché par, Ouais. la réglementation. Tout à fait, ouais. Donc ça, j'en parle pour Marc Philippot. Recherche, chimie aussi. Enfin voilà, ça va toucher un grand nombre. Et après, il y a d'autres critères aussi. Donc le secteur. Après, il y a le critère du chiffre d'affaires. Je crois que c'est 10 millions de chiffre d'affaires minimum. Et le critère salarié, c'est à peu près 50, au moins 50 salariés. Bon, il y a certains critères qui risquent de légèrement bouger en fonction de. Voilà, de toute façon, il y aura tout un circuit qui va être assez complexe d'armes décisionnelles. Et pour ça, l'agence va déployer un service numérique pour aider à toute entreprise, au travers de son SIRET, de son code NAF, etc., son code APE, pour voir si elle est ou pas éligible à NIS 2. Et ensuite, on lui demandera d'appliquer un certain nombre de mesures. Donc, une nouvelle fois, je ne vais pas dans le détail. Ce qu'on a constaté, nous, en tout cas, avec NIS 1 et même avec les règles dans le cadre de l'LPM, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas appliquées parce que peu applicables. Donc, on travaille énormément aussi pour qu'on puisse proposer des mesures applicables, concrètes, faire aussi preuve de pédagogie et de bienveillance. Voilà, pas être non plus dans le bâton en cas d'amende, parce qu'il y a des possibilités d'amende effectivement dans le cadre de NIS 2. Donc voilà, on est en train de travailler beaucoup ce référentiel-là, et on va intégrer dans la loi des objectifs de sécurité, ce qui nous aidera à être assez flexible sur les mesures. Voilà, plutôt que d'inscrire dans le marbre les mesures, on va plutôt s'attaquer des objectifs, et après on peut imaginer que le référentiel va évoluer au fil de l'eau en fonction de ce qu'on constate sur le terrain et de ce qui est appliqué et pas applicable. Et pour le passage à l'échelle de la conformité, on va aussi mettre en place des services numériques pour ça, de l'aide à pilotage de la conformité. Je ne sais pas si vous connaissez mon service sécurisé, mais on imagine que cet outil, il pourrait y avoir un outil un peu similaire pour tout ce qui est lié aux entités qui doivent être conformes à NIS 2. En termes de grandes obligations au-delà des mesures, les entités devront alerter sous 24 heures de toute cyberattaque, de tout incident. Et pour ça, on va s'appuyer sur les CISORT en région. Et vous verrez d'ailleurs le témoignage après de Philippe et le travail phénoménal qui est fait au niveau des CISORT. Donc on compte bien s'appuyer sur eux pour nous accompagner, parce qu'en termes de réponse à incident, voilà, on passe de quelques centaines à plusieurs milliers, donc on ne va pas pouvoir tout traiter. Donc on va devoir, entre guillemets, délester au niveau de chaque région. Et c'est pour ça que l'émergence des CISORT, pour nous, elle était indispensable. Donc, obligation de réponse d'alerter à l'incident. Si jamais on ne respecte pas les obligations en termes de conformité. Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas ? Conformité, on n'informe pas en cas d'incident. Alors, c'est des sanctions qui ressemblent un peu à celles de la CNIL. Si on est une entité importante, c'est à minima 1,4 million, 1,4% du chiffre d'affaires, et j'ai plus le million en tête. 2% du chiffre d'affaires. Alors 2%, c'est pour les entités essentielles, et 1,4%, c'est pour les entités importantes. Mais ça, on est en train de le transposer encore une fois. Ça, c'est les grilles de départ les seuils de départ au niveau européen. On peut s'amuser à aller plus loin. Et l'agence va devoir du coup créer de nouvelles missions qui est du contrôle et de la sanction liée à la non-conformité, chose qui est assez neuf au sein de l'agence. Très bien. Donc, au niveau du campus régional, donc, il y a un groupe de travail autour de NIS 2. Voilà, quelles sont les activités que vous menez au sein du campus ? On en a plusieurs. En fait, il y a tout un ensemble
groupes de travail qui sont mobilisés sur la préparation de nos territoires à Nice 2, que ce soit justement dans l'accompagnement des entreprises et de leurs sous-traitants, parce qu'il y a aussi ce volet-là dans Nice 2. Donc on va vers un renfort des relations contractuelles entre entreprises, et il va falloir maintenant mettre des clauses cyber dans les contrats. Donc ça aussi, ça s'organise, et il faut que globalement tout le tissu socio-économique soit prêt à ingérer ces nouvelles obligations. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais moi je tiens quand même à dire que en tant que professionnel du secteur depuis quelques années, relativement nouveau, hein, ça fait qu'une quinzaine d'années que je travaille dans le secteur, je suis incroyablement impatient de voir Nice 2 se mettre en place, un petit peu comme l'étaient les pompiers quand l'obligation du port de la ceinture de sécurité a été mise en place en 1973, parce que ça fait partie des mesures qui nous permettront d'accompagner les blessés plutôt que de compter les morts. Et ça, c'est toujours agréable. Donc on est très très impatient de la mise en œuvre, et on essaye de mobiliser tout l'écosystème pour que ça se mette en place de la manière la plus douce possible, et en accompagnant au maximum nos quelques 5000 entités qui seront concernées par Nice 2 en Nouvelle-Aquitaine. Très bien, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'ai vu le panneau de 5 minutes s'afficher tout à l'heure. On va donner un mot de fin en termes de perspective. Qu'est-ce qu'il nous faut au sein de la région Nouvelle-Aquitaine pour s'améliorer, pour aller plus loin? Qu'est-ce qui nous manque? Des moyens. Des moyens. Non, ça sert à rien. On n'a aucun financeur aux jeunes, là dans la salle. Mais au premier lieu. Mais non, il nous faut. Quand je dis qu'il nous faut des moyens, c'est au-delà des moyens financiers qui seront toujours les bienvenus. On a aussi on a des besoins humains. On a un vrai besoin de gens formés dans les entreprises, dans les collectivités, pour porter le message, pour mettre en œuvre, pour piloter la mise en œuvre. C'est pas forcément des profils très techniques, même s'il en faut, et il en faut beaucoup plus. On sait que il en manque partout. Tetris recrute autant qu'ils le peuvent, mais ils sont un peu freinés dans leur croissance par ce manque de jeunes étudiants bien formés à la cybersécurité et qui ont atteint ce niveau d'expertise. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi qu'on investisse massivement dans la formation continue de professionnels déjà en place, qui connaissent la vie de l'entreprise, qui connaissent les enjeux de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, et qui vont acquérir cette capacité à piloter la mise en place de cette nouvelle conformité. Et ça, voilà, il faut aussi qu'on fasse naître les formations qui pourront répondre demain à ce besoin-là. Et puis c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. Très bien. Martin, un mot de fin? Non, voilà, on va avoir bientôt dans notre cercle beaucoup plus d'entités à accompagner. Donc, à notre niveau, nous déjà experts et sachants du domaine, donc toujours faire la promotion des dispositifs qui existent déjà, donc le dispositif de réponse à incident, la promotion de la plainte également. Enfin voilà. Et puis, peu importe vers qui vous orientez, il y a une excellente coopération qui est mise en place en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous arriverez toujours au bon endroit au bon moment. Et voilà, vers ces nouvelles entités qui vont être bientôt soumises à Nice 2, c'est de faire preuve de beaucoup de bienveillance. C'est des gens là qui vont démarrer, qui vont pas savoir par quel bout le prendre. Donc, il va falloir qu'on les accompagne, faire preuve d'empathie. Et voilà, c'est vraiment extrêmement important. On a face à nous parfois des sociétés qui ont peur du sujet, qui n'ont pas envie d'y aller, mais elles n'auront pas le choix. Et pour ça, voilà, il va falloir faire extrêmement preuve de bienveillance à notre niveau pour les aider. Très bien. Ludovic, un mot de fin aussi. Moi, je rajouterais, on a besoin en fait de l'appui, la prise de conscience d'abord, mais de l'appui des dirigeants, des directeurs, des patrons d'entreprise. On a l'habitude de dire, Guy, Olivier qui n'est pas là, et Martin, que la cybersécurité, ce n'est pas un problème technique.
c'est d'abord et avant tout un problème organisationnel et humain. L'implication du commerce, Oui. elle devient obligatoire dans NIS 2. Et voilà, Nice 2 va du coup accélérer un petit peu ça, mais trop souvent encore, on rencontre des gens qui ne se sentent pas concernés. Et donc, vraiment, cette prise de conscience d'abord des dirigeants qui appuient, qui pourront donner les bons ordres à leurs techniciens derrière et mettre un peu les moyens pour aller vers le campus cyber, vers les services d'État pour les aider, ce sera d'autant moins d'incidents qu'il faudra gérer derrière. Voilà. Très bien, donc ça nous mène à la fin de cette table ronde. Je vous remercie tous. Je ne sais pas s'il y a... Peut-être on prend une question. Non, même pas, on ne prend pas de question, je suis désolé. Donc vous aurez l'occasion d'échanger avec nos auditeurs, avec nos intervenants donc, durant la pause repas à 13h. On remercie l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup. Merci.